Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. Quelle solution pour les enfants qui naissent avec des troubles neurodéveloppementaux? C'est la question, en tout cas, que l'on se pose. Cette question mérite d'être posée au regard justement du nombre sans cesse croissant des différentes victimes de cette autre maladie que l'on enregistre presque au quotidien. Aujourd'hui au Cameroun, la situation reste alarmante et les spécialistes de la santé estiment que ce sont beaucoup plus des cas survenus donc parce que les mamans n'ont pas, en tout cas, respecter les visites prénatales au cours de leur grossesse. Tout cela résumé en un seul mot pour dire que la situation reste donc difficile pour ces parents. Et aujourd'hui, nous tentons de comprendre tout cela avec des experts en deuxième partie de cette autre émission de Regard social. Bonsoir à tous et bienvenue à la grand-messe du jeudi soir sur Equinox Télévision. Et comme vous le savez, la première partie est consacrée aux témoignages pathétiques des différents cas sociaux enregistrés plus souvent. Et pour ce soir, Atefa Claudine est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes la maman de bébé Christ, qui est âgé de 7 ans aujourd'hui, qui ne parle pas, il ne marche pas, il ne fait rien en tout cas de lui-même. Il ne fait rien de lui-même. Qu'est-ce qui lui est arrivé? À la naissance, à 3 jours de la naissance, j'ai constaté qu'il était tout jeune. Ce matin, j'ai constaté qu'il était tout jeune. J'ai appelé son père, il dit que mais l'enfant c'est tout jeune, dit que amène-le à l'hôpital. On l'a amené à l'hôpital et on lui a mis dans la photothérapie. Il a passé 48 heures dans la photothérapie. Quand on lui a fait sortir de la photothérapie, après 10 jours qu'on a passé à l'hôpital, on a demandé que ça allait déjà partir et vous revenir. On a prescrit les médicaments qu'il fallait lui donner. Nous sommes sortis. C'est après 3 mois que je constate que lui, il ne réagit pas. Tu le mets là, il est toujours raide, avec les yeux qui regardent que vers le ciel. Et là où je me suis posé la question, pourquoi cet enfant n'est pas comme les autres enfants que je rencontre. Est-ce que les visites prénatales étaient respectées pendant sa grossesse? Tout ce qu'on m'a prescrit comme examen, moi je l'ai fait. C'est 2 jours après que vous constatez qu'il n'est pas tout à fait normal. 3 jours. Et 2 mois après, c'était un autre enfant que vous aviez entre vos mains, qui ne parvenait pas à s'asseoir, seul, qui n'a rien faire du tout. Et vous vous êtes posé la question de savoir d'où est-ce que ça provenait? J'ai posé la question et j'ai rencontré un médecin qui m'a demandé de faire le scanner et la EEG. L'enfant avait peut-être 12 ans, 6 mois je crois, 6 mois. Quand il fait et pas fait l'examen, je reviens, il me dit, ma fille, cet enfant ne peut pas être comme tous les autres enfants. J'ai demandé, j'ai dit, j'ai pas bien compris, il me dit, cet enfant ne peut pas être comme tous les autres enfants. Il pourra marcher même après 7-10 ans. J'ai demandé pourquoi. Il me dit il a eu l'ITER nucléaire. On voit tout ce qu'il m'a expliqué, l'ITER nucléaire. D'accord. Ça, c'est ce que le médecin vous a dit lorsque vous l'avez rencontré avec votre enfant. Vous n'êtes pas seule sur ce plateau. Il y a Kamini Josiane, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également la maman du petit Yves Avenir, oui, qui est âgé de 5 ans également, oui, qui a les mêmes problèmes aussi. Oui. Oui. C'était quoi au départ? Au départ, c'est l'accouchement qui a été difficile. J'ai eu les contractions à partir de 2 heures. De 2 heures, là, je suis allée à l'hôpital jusqu'à 16 heures. C'était toujours pas facile. La pression, tout ce qu'on a pu faire, les perfusions. L'enfant est bien descendu, si bien qu'on touchait, on voyait bien la tête de l'enfant, mais
ne parvenait pas à sortir. Donc, on a forcé, jusqu'à 16 heures. J'étais toujours sur la table d'accouchement. Et sans suite, c'est là où ma maman et puis ceux qui m'ont accompagné ce jour ont décidé. Juste avant ça, même les infirmiers qui étaient là ont dit qu'on devait m'amener au bloc. Ma maman a dit non, pourquoi l'amener au bloc quand l'enfant est déjà à ce niveau? Ils ont dit qu'on va faire rentrer l'enfant. C'est là où elle a décidé que non, ça ne doit pas se passer ainsi. On a cherché une voiture en urgence qui m'a amené à l'hôpital Saint-Jean de Malte, de Ndjombe. Et c'est là-bas que vous avez réussi à accoucher? Oui, c'est là où j'ai réussi à accoucher après plusieurs... on m'a beaucoup remonté. Là, et puis j'ai accouché. L'enfant vient, ne pleure pas, parce que quand l'enfant est sorti, il n'a pas pleuré. Les médecins ont tout fait, on l'a tapoté, pincé, réanimé. Il a toussé, puis il a poussé un cri. Après, on m'a envoyé en néonatal. J'ai fait pratiquement 2 semaines en néonatal. J'ai constaté que l'enfant avait de temps en temps des petites crises. Il devenait bleu. Et puis, j'ai fait la remarque, là, j'ai fait part de cette remarque à l'infirmière qui était de garde. Elle m'a dit quand c'est comme ça, c'est que l'enfant manque d'oxygène. C'est comme ça que le reste des jours que j'ai fait à l'hôpital, l'enfant était toujours sur oxygène. Et il ne t'était même pas. Ce qui fait qu'on l'a placé la sonde et je pressais le lait dans son biberon. Et c'est à partir de la sonde qui se nourrissait, en tout oui, cas. Oui. C'était pas une équation facile pour lui. Pas du tout. Pas du tout facile. Et vous vivez comment avec lui depuis 7 ans? C'est pas facile. De la sortie de l'hôpital jusqu'à nos jours, même sa nutrition et tout, puisqu'il ne mange pas, il ne s'assoit pas, il est toujours allongé. Il faut toujours lui donner du lait jusqu'à aujourd'hui. C'est pas facile. Est-ce que vous avez respecté les prescriptions des médecins durant tout le trajet que vous avez effectué pour la recherche de la solution? J'ai respecté tout ce qu'on m'a prescrit comme médicament. J'ai acheté. Le pédiatre même m'a envoyé à l'hôpital général pour un scanner appelé EEG. Je suis rentrée avec le résultat. Il a interprété, il m'a dit que le cerveau de l'enfant n'avait aucun problème, que je devais suivre une thérapie. On a commencé avec des massages, y compris tous les produits que je lui donnais, que ce soit du côté de l'indigène comme de l'hôpital. Je lui donnais tout. Tout ce qu'on me demandait de faire, je faisais. Parce que je n'étais pas du tout à l'aise, je n'étais pas en paix. Vous n'êtes pas aussi allé dans les églises de réveil? Je suis allée partout. J'ai cherché la solution partout. Jusqu'à aujourd'hui où j'arrive ici à Equinox. Je suis toujours à la recherche de la solution à son problème. Les gens ne se moquent pas de vous, de cet enfant, lorsque vous sortez avec lui? Vous le gardez à la maison toute la journée? Vous faites comment? Non, je ne le garde pas. Il y a des jours où je l'amène, on se balade. Les gens me posent des questions. Certaines personnes m'affrontent, me disent que ton enfant, c'est le serpent. C'est le serpent qui a avalé l'enfant. Tantôt, d'autres me disent, c'est depuis le ventre qu'on a avalé ton enfant. Il faut l'amener dans des églises, il faut faire ceci. Partout où on m'envoyait, je partais. Vous êtes fatigué de faire des tours? Je suis épuisée. Fatiguée, non seulement les moyens même de continuer à faire ces tours. Il n'y a plus moyen. On ne s'en sort plus. Claudine, c'est la même chose chez vous avec votre enfant? Vous le baladez partout également? Oui, parfois je le mets au dos, je l'attache avec le pain, je marche avec lui.
Ces gens demandent comment tu peux attacher un grand garçon comme ça au dos. Il a déjà 7 ans quand même. Oui. Je l'attache au dos avec le pain. J'ai même mal au dos ici, mal au dos. Je ne peux pas trop m'exprimer parce que j'ai toujours mal derrière la tête. À force d'être trop stressée. C'est à cause de lui que vous stressez? C'est à cause de lui. Parce qu'il ne mange pas, il ne s'assoit pas. Tu es là, tu accouches un enfant. Tu t'attends à sourire comme tous les autres mamans. 9 mois dans la grossesse. Après, tu te vois encore en train de retirer les couches chaque jour. La couche, tu lui mets la couche le matin, le soir, avant de dormir. Il ne peut pas manger tout seul. Il prend toujours le lait, il faut qu'il boive toujours le lait, il faut qu'il mange toujours les nourritures consistantes pour pouvoir même au moins avoir la force. La couche, tu ne peux pas lui laisser à quelqu'un partir, fait même 2 secondes, non. Parce que si tu le laisses là, il fait les selles, il va rester là. Il ne peut pas enlever, il ne peut pas manger tout seul. C'est vraiment difficile. Très difficile. Et comment est-ce qu'il vit avec d'autres enfants? Il y a des voisins qui viennent également lui rendre visite? Il y a beaucoup d'enfants dans le secteur où nous sommes. Bon, parfois, quand ils veulent jouer, l'autre arrête sa main, l'autre arrête l'autre main, il saute, met le ballon là, il joue aussi. Parfois, il est couché là, il voit comment ils sont en train de partir. Il se met à pleurer. Et quand il se met à pleurer, le maçon le regarde, je vois comment ça me fait vraiment mal. Quand il se met à pleurer, comme ses amis font le tour, ils jouent avec beaucoup d'enfants au milieu d'eux. C'est vraiment la merde. Il vous arrive souvent de parler avec lui? Il vous raconte des histoires ou bien c'est vous qui lui racontez des histoires? Comment vous faites? Je parle avec lui, il me comprend très bien. Je parle avec lui, il entend tout ce que tu dis, il entend tout. Mais le son ne peut pas sortir. Il fait beaucoup d'efforts, tu vois, il fait beaucoup d'efforts, mais le son ne sort pas. Lorsque Yves va venir a besoin de quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il a sa manière de s'exprimer que tout le monde ne peut pas comprendre. S'il est à la maison et qu'il a besoin de boire de l'eau, il va me regarder, il fait des signes, il fait un peu du bruit. Dès que je le regarde, il regarde vers la direction où l'eau se trouve. Il me regarde, il regarde soit le gobelet d'eau, soit la bouteille d'eau qui est posée, jusqu'à ce qu'on lui donne à boire. Ainsi pour tout. Quand il veut même manger, quand il a faim, il a ses gestes, il me fait signe, je sais qu'il veut manger. Et même quand il veut surtout son yaourt, il me demande son yaourt, je fais tout pour lui donner. Donc il n'y a que vous seul? Oui, et son papa aussi. Vous qui comprenez en tout cas son langage? Son langage. Son père aussi? Oui. Oui. Son langage. Parce que c'est pas facile. On ne peut pas le laisser à quelqu'un d'autre. Parce que c'est qu'il va mourir de faim et de soif. Parce qu'ils ne vont pas comprendre son langage. Parce que là, il a déjà un langage personnel. Que seuls nous, à la maison, comprenons. Ça va. Et vous comptez vivre avec lui dans cet état durant jusqu'à quand en fait? Moi, je ne peux pas supporter vivre ici. C'est déjà seulement la nourriture, son lait, sans compter les couches, les médicaments. Nous sommes à bout. On ne peut plus supporter. On ne peut plus. Tous les jours, du 1er au 31, toujours le lait. On ne peut plus, nous sommes à bout. Vous parvenez à trouver des moyens pour lui acheter le lait? Son père travaille? Nous sommes déjà, son papa ne travaille pas. Il fait la moto. Il fait le champ. Quand il faut aller nettoyer le champ, il est plutôt au champ. Même la moto, il ne parvient plus à. Parce qu'il faut à tout prix mettre le champ à jour. Afin d'attendre peut-être l'approche des récoltes pour pouvoir s'en sortir. Nous sommes endettés, les dettes par-ci par-là. Pour le nourrir et l'entretenir. Claudine,
Bébé Chris est avec vous. Il se met quand même debout de temps en temps. Non, il ne se met pas debout. Il s'est mal couché. Sa position, il se couche seulement. Soit il tire le ventre au sol. S'il veut poursuivre ses amis, il tire seulement son ventre au sol pour sortir. Il ne marche pas. Il ne s'assoit pas. Alors, il a en ce moment mal à la dent. Oui. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il a toujours les problèmes de dents de temps en temps quand il reste. Parfois, l'autre jour, ça gonfle. Je ne sais pas. Il a des demi-dents dans la bouche. Je ne sais pas. Et son père, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Son père fait la moto. Moi, je fais la coiffure, mais depuis que j'ai accouché cet enfant, je ne pouvais même plus faire autre chose, même sortir parce qu'il fallait m'occuper de lui. Il faut aller à l'hôpital, il faut partir au rendez-vous, tout ce qui le concerne, je me concentre seulement sur lui. Sa nutrition, il ne peut pas mâcher quelque chose. Donc tu ne peux pas lui laisser à l'enfant de le nourrir. Puisqu'il ne peut pas mâcher, il avale seulement. Même boire l'eau, il ne peut pas dire que je vais boire de l'eau. Quand parfois je reste comme ça ici et ça, il monte un peu, je reviens, il dit, tu vois comment je viens d'abord, il lui donne de l'eau parce qu'il sait qu'elle a passé toute la journée sans boire de l'eau, c'est sûr. Même pas à côté. Son père ne fait rien. Il fait la moto de temps en temps, la moto. Le jour que ça ne donne pas, on est à la maison tous les deux. Qu'est-ce que vous souhaitez maintenant? Vous voulez... Je sais que tout le monde entier me regarde aujourd'hui. J'ai l'un de mes frères qui m'a écrit ce soir, dit que petite soeur, je sais que tu as trop souffert. Je ne peux pas supporter regarder le regard social aujourd'hui à cause de toi. Je demande à toutes les femmes de bon sens d'aider bébé Chris afin qu'il puisse être comme tous les autres enfants. J'ai besoin qu'il marche, qu'il soit comme les autres enfants. Je veux qu'on m'aide. Je ne sais même plus quoi dire. Josiane, c'est difficile de vivre avec un enfant comme celui-ci lorsqu'on n'a pas de moyens. Mais votre souhait, votre vœu, c'est de le voir aller à l'école, jouer avec ses amis, pouvoir se défendre, manger. Une fois, la maison même a failli brûler. L'enfant était dedans. Heureusement, ce jour, son père était avec lui, mais l'enfant était le premier. L'enfant était le premier à voir le feu. Il s'est mis à crier, il a montré à son papa. S'il était stable ce jour, il devait sortir et fuir. Imaginez. Bébé Chris. Bébé Chris. Viens. Ça va. Vous comprenez bien que bébé Chris n'est pas que dans ce pays, il a également mal à la dent. Ça va.
Nous allons vous inviter à suivre le quotidien de ces deux familles que nous avons fréquentées. Nous sommes allés dans leur environnement immédiat, voir un peu comment la souffrance envahit ces deux familles. Juste après, nous allons recevoir des experts qui viendront nous expliquer, essayer de comprendre également qu'est-ce qui est arrivé à ces enfants qui n'ont pas souhaité être dans ce monde. La souffrance, bien entendu. Et ce sera donc des explications. Juste après, nous allons les recevoir. Atefa Claudine et son fils bébé Christ, qui parcourent les rues de quelques quartiers de la ville de Douala, ne sont pas en balade de santé. La maman et son fils ne savent plus à quel saint se vouer. Bébé Christ est une curiosité qui suscite des commentaires au passage. On ne veut pas que tu restes comme ça, on veut que tu grandis, tu marches. Tu vois comme papa si tu fumes. Demain, toi-même, tu le fumes aussi comme ça. Tu vois, non? Tu as compris, ok. Il y a un monsieur qui m'a vu avec l'enfant ici, me demandait que... Nous, on voit ce genre d'enfant que chez les bourses. Toi, tu es pauvre comme ça, tu sors d'où avec ce genre d'enfant? Il dit que mon père, c'est Dieu qui m'a donné. Il y a aussi maman qui m'a demandé que allons le jeter en bordure de l'eau. Allons le mettre en bordure de l'eau. Il doit partir, c'est le serpent. Allez le mettre en bordure de l'eau, il va partir. Il dit que non. Même si c'est le serpent, il va seulement me mordre là-dedans avec moi. Je vais m'occuper de lui tel que je suis encore en vie. Que tel que je suis en vie, je m'occupe de lui. Avant, quand les petits enfants le voient, quand ils montaient en haut avec lui, il dit que ouais, ma fille, comment tu es toujours en train d'attacher l'enfant sur le dos? Il dit que non, maman, il a un peu de problème de santé. Les enfants le voient assis là, fuient. Il fuit par appeler sur la nuit que viens voir. Viens voir comment l'enfant l'a fait. Là, tu vois, tu es frustré. Ça te fait mal. Bébé Christ n'est pas sorti du ventre de sa mère en santé. 72 heures après sa naissance, les signes d'une vie perturbée ont été découverts par sa mère. Quand j'ai accouché, il a fait 3 jours. Après 3 jours, il a eu la jaunisse. On l'a amené à l'hôpital. Il est arrivé à l'hôpital, on lui a mis de la photothérapie. Il a passé 10 jours, 3 jours, 48 heures dans la photothérapie. Le médecin nous a dit que bon, ça va déjà, je peux rentrer.
Au jour que je n'ai pas, je laisse parce que c'était beaucoup. C'était énorme. L'autre que j'ai payé à 17 500 et que ça faisait seulement une semaine, 3 jours. Il m'a demandé de lui donner ça jusqu'à ce qu'il marche. L'enfant a consommé tous les produits au rythme des forces financières de cette famille à faible revenu. Le papa a vendu son domicile à Yaoundé pour tenter de sauver son fils. Tu restes, tu n'as même pas les moyens nécessaires pour acheter un remède. Tu as trop pleuré jusqu'à vraiment, je sais pas, trop pleuré. Tout ce qu'on parle, comprend. Je l'appelle même, il ne marche pas, il ne fait rien, mais il écoute.
Je suis vraiment dépassé. Bébé Chris n'est pas le seul cas social de cette édition de Regard Social. Comme lui, le petit Yves Abénier souffre de la même maladie. Son arrivée au monde était aussi parsemée d'embûches. De ma part, je pense que c'est dû au fait qu'il a beaucoup souffert dans le ventre avant de venir au monde. Parce que l'accouchement n'était pas facile. Les contractions ont commencé à 2 heures le petit matin. Jusqu'à 16 heures, j'étais toujours sur la table sans suite. On m'a tellement pressé. On m'a pressé le ventre, fait des touchés à plusieurs reprises. Pas toujours sans suite. L'enfant était toujours bien descendu, mais ne parvenait pas à sortir. Si bien que les infirmiers ont décidé de m'emmener au bloc. Il n'y a donc pas eu opération chirurgicale. Josiane s'est plutôt retrouvée dans une autre formation sanitaire pour mettre au monde son fils qui ne lui fait pas de faveur. Mais l'enfant est sorti, l'enfant est né, il n'a pas pleuré. Il n'a pas pleuré. Les infirmiers, ils l'ont tapoté, pincé. Il a poussé maintenant un grand cri. En pharmacie, on se battait pour acheter. On se battait vraiment, on achetait, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de suite. Il ne s'assoit pas, il ne marche pas, il ne parle pas, il ne peut pas prendre quelque chose pour mettre dans la bouche. Il faut marcher avant de lui donner. Tout ce qu'il pense, c'est d'envaler. Il envale, son main ne marche pas. J'ai marché partout, les hôpitaux. On m'a beaucoup mangé de l'argent. Je suis là, je suis fini. Même mon petit commerce que je faisais, je n'arrive plus. Je n'arrive plus. Vraiment, je suis dépassé. Je suis vraiment dépassé.
Fosso Yannick, le papa du petit Yves à venir, n'a plus de repères. Son fils est désormais la risée des curieux. Certaines personnes m'appellent, me disent que c'est le serpent qui est à l'origine de la maladie de l'enfant. D'autres personnes me disent d'aller dans des églises réveillées. Certaines personnes me disent que non, l'enfant, on a avalé l'enfant depuis le ventre. Moi, je ne sais plus quoi penser. Je ne sais plus quoi dire. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Nous ne parvenons plus à joindre les deux bouts. Nous sommes fatigués, dépassés. Ça ne nous laisse plus franchement. Vivre avec un enfant comme ça, ce n'est pas facile. Nous sommes cloués à la maison. S'il y a n'importe quoi dans la famille, on ne peut pas, parce qu'il faut à tout prix rester avec l'enfant. On ne peut pas. Nous sommes toujours avec lui. S'il pouvait, ne serait-ce que poser même les pieds au sol, même s'asseoir, que je peux lui laisser même à un voisin, dire que, pardon, regarde l'enfant si je cours au marché, mais toujours collé sur moi, toujours collé sur moi. Je ne m'en sors plus, franchement. C'est toujours les dépenses. Il faut que chaque fois on peut l'hôpital regarder. Regarder, parce que souvent il chauffe, on ne sait pas le pourquoi. Il faut qu'on regarde. On dit le palud s'est monté, ça dit hormis même de la maladie qu'il a. Les médecins ont dit qu'il souffre des nerfs. Comme l'accouchement était difficile, il est sorti, mais on ne sait pas comment ça s'est passé au niveau de la nuque. Ces enfants qui n'ont pas demandé à naître ont besoin d'aide. Ils ont besoin de vous. Que dis-je de nous? Difficile donc de vivre des moments pareils avec notamment les enfants. Et ces enfants, bébé Christ et bien entendu Yves à venir, qui sont dans cette situation, qui ont d'ailleurs bouleversé la vie des parents. Ils sont nombreux, les médecins le précisent d'ailleurs, dans plusieurs familles également, mais les familles n'arrivent pas à avoir le courage de pouvoir également dévoiler tout cela au grand jour. Mais les deux familles ont accepté témoigner, présenter la situation aux yeux du monde, peut-être pour demander de l'aide, comme c'est le cas d'ailleurs dans le cadre de l'émission Regard Social. Et pour ce soir, pour davantage comprendre le sujet, avec nos experts que nous avons sur ce plateau, Happy Armand, bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes pédopsychologue, clinicien. Vous avez mené des recherches sur les troubles du spectre autistique chez les enfants camerounais d'âge préscolaire, entre autres. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes d'ailleurs invité sur ce plateau. Oui, effectivement, dans le cadre de mon travail de recherche en master, je me suis attaqué à la question de l'autisme parce que j'ai eu une expérience. Je crois que je suivais le journal de 7 heures le matin, Equinox. J'étais en deuxième année à l'université à l'époque, en psychologie. Et la journaliste a révélé des chiffres qui m'ont effrayé quand elle parlait de plus de 5000 enfants au Cameroun qui présentent les signes de troubles du spectre autistique. Moi, ça m'a interpellé. Et je me suis dit, ça c'est un champ que j'aimerais bien explorer. Donc, pour le cadre de mon mémoire de recherche en master, pour essayer de comprendre la question, je pensais que ce serait bien, avec mon encadreur, mon directeur de recherche, d'abord explorer la question de la prévalence. Parce que si on connaît le nombre de personnes qui présentent les signes et les troubles,
on peut avoir des stratégies beaucoup plus aisées pour planifier une prise en charge. Alors ici, ce n'est pas, il ne s'agit pas de l'autisme. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ces découpages, c'est simplement pour rendre les études beaucoup plus faciles. De façon générale, on parle de troubles neurodéveloppementaux, c'est-à-dire un ensemble de troubles qui apparaissent tôt dans le développement, parce qu'il y a un processus au niveau du développement cérébral qui est freiné, qui est fauché, et en fonction de ce processus et des zones atteintes, l'enfant peut présenter un ensemble de difficultés. Vous avez entendu les parents, ils ne mangent pas, ils ne s'assoient pas, ils ne parlent pas et tout ça. Donc c'est en fonction des zones du cerveau atteintes qu'on va observer ces difficultés-là chez les enfants. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes pédopsychologue clinicien, il faut le rappeler. Également sur ce plateau avec nous, Dr Doubet Jacques. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Dongo. Vous êtes neurologue, chef de département de médecine interne à l'hôpital Akintini de Douala, conseiller médical dans la même formation hospitalière, enseignant à la faculté de médecine à l'université de Douala. Vous avez suivi le reportage, les témoignages. Il peut s'agir de quoi pour ces enfants? Oui, effectivement, j'ai suivi le témoignage de ces deux familles. C'est pathétique quand on les suit. Vous savez, quand un enfant naît, c'est un événement de joie. Maintenant, quand ça devient une peine à endurer toute la vie, jusqu'à ce que les parents commencent à dire qu'ils ne savent pas où il faut aller, c'est là où le questionnement commence. Alors, les deux enfants, que ce soit Chris ou Yves, certainement, avec ce qui a été énoncé par les parents, par exemple, le cas de Yves, la maman a bien dit que c'est au moment de l'accouchement qui a été très laborieux. Donc, il y a eu certainement des problèmes et qui sont en train d'endurer jusqu'à ce jour. Par contre, l'autre cas, ça pouvait être bien avant la naissance, parce que dans son histoire, elle ne dit pas que son accouchement était laborieux comme le cas de Yves. Et donc, on peut avoir donc ces troubles avant, pendant ou après l'accouchement. Vous savez, le cerveau, le système nerveux en général, chez tout être humain, est mis en place dès la 4e semaine de conception. Donc, lorsqu'une femme dit qu'elle a 4 semaines de grossesse, le système nerveux est déjà mis en place. Maintenant, il faut seulement son développement et sa maturation. Les 5 premiers mois, c'est le développement et après la maturation. Donc, pendant la maturation, certainement qu'il y a eu des problèmes. Bon, on n'a pas suivi comment se sont passées les visites prénatales chez un cas ou l'autre pour savoir exactement s'il y avait eu des problèmes pendant cette période. Très bien. Le temps pour nous également de présenter le dernier invité, Dr Joachim Noël. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Ndongo. Oui, vous êtes pédiatre et neuropédiatre. Vous êtes également en clientèle privée, il faut le rappeler, et consultant de neuropédiatrie à l'hôpital Akintini de Douala. C'est ça, exactement. Je voudrais me limiter à ce niveau-là. C'est mieux comme ça. Oui. Alors, ces cas vous concernent directement? Oui. C'est les cas qui concernent. Ça rentre dans votre spécialité. Tout à fait. C'est les cas de maladie neurologique de l'enfant, en fait. Donc, c'est la neuropédiatrie. Nous sommes effectivement concernés au premier chef. Voilà. Et lorsque vous écoutez les témoignages des deux mamans, ça peut être quoi, puisqu'on a parlé des troubles neurodéveloppementaux? Oui, je commencerai par l'enfant Christ, celui qui a 7 ans, je crois. Christ, oui. 7. Oui, Christ est un enfant de 7 ans, donc quand on subit l'enfant, on se rend compte que lors de la naissance, il n'y a pas de gros problème, mais à un moment donné, c'était que j'ai bien su, l'enfant a eu l'ictère. Donc ils appellent ça jaunisse. Donc c'est une pathologie qui est très grave chez le nouveau-né, qu'il soit à terme ou bien qu'il soit prématuré, et encore plus grave si l'enfant est prématuré. Donc chez Christ, on se rend compte que l'enfant a eu la jaunisse au bout du 3e jour de vie.
Et je ne sais pas s'il a été bien traité, mais même quand c'est bien traité, certains enfants ont des complications plus tard à cet ictère. Parce que l'ictère est dû en fait à un dépôt de pigments jaunâtres qui font que la peau est teintée de jaune ainsi que les conjonctives. Et c'est une substance qui a aussi un très grand attrait pour le cerveau de l'enfant. En particulier, certaines zones du cerveau qu'on appelle les noyaux gris centraux. Alors, quand ils sont fixés à ces parties-là, ça entraîne un problème au niveau au niveau de la motricité de l'enfant. L'enfant grandit, il y a des troubles tels que les mouvements anormaux, les postures anormales, un retard pour s'asseoir, pour marcher, etc. Donc, le cas de Chris montre que c'est un cas, effectivement, qu'on classe dans l'ensemble des retards psychomoteurs, mais chez lui, c'est plus particulièrement un retard psychomoteur qu'on appelle dystonie à tétose, dû à l'ictère que l'enfant a eu à la naissance. Ça, c'est pour Christ. Par contre, pour Yves, c'est un enfant qui est né dans des conditions assez difficiles, je crois, qui a souffert, qui n'a pas bien respiré, qui a été réanimé et qui a de l'oxygène à la naissance, qui a après passé en néonatologie, je crois, si j'ai bien suivi, qui ne t'était pas, et on a dû mettre une sonde gastrique pour l'alimenter. Donc, les enfants qui naissent et qui ne crient pas bien, qui ne peuvent pas bien, qui sont réanimés, certains grandissent bien sans problème, mais il y a un certain nombre parmi eux qui vont grandir avec des retards, des problèmes dus au fait que le cerveau a eu à souffrir pendant que l'enfant était réanimé. Donc, le cerveau n'aime pas avoir un manque d'oxygène, il ne tolère pas ça. Même si vous lui donnez l'oxygène, à un moment donné, certaines zones du cerveau peuvent souffrir et l'enfant va donc avoir comme conséquence certaines fonctions qui sont retardées. Donc chez lui, oui, effectivement, c'est un retard psychomoteur également, qu'on classe aussi dans le cadre des grandes chapitres de retard psychomoteur. Et la cause chez lui, c'est le fait que l'enfant a souffert à la naissance, il n'a pas bien respiré, on l'a réanimé. Et le fait qu'il ne t'était pas, en même temps, montre qu'il y a aussi une hypoglycémie. Donc le sucre peut baisser dans le sang. Et quand le sucre baisse, le cerveau souffre également. Donc voilà les deux facteurs qui ont fait que l'enfant a ces problèmes. Donc il n'a pas bien respiré à la naissance, on l'a réanimé. Et en plus, il n'était pas bien. On suppose que le taux de sucre a baissé dans le sang. Par conséquent, l'hypoglycémie plus l'asphyxie et la souffrance néonatale font que ce cerveau a dû avoir des lésions assez importantes qui expliquent dans son retard, dans sa croissance, dans sa motricité, etc. Voilà les deux cas que j'ai pu suivre. Les deux cas peuvent être classés dans le grand paquet qu'on appelle, n'est-ce pas, les IMC, c'est-à-dire infirmité motrice cérébrale. Donc l'enfant n'arrive pas à s'émouvoir normalement, donc il a un retard pour s'asseoir, pour ramper, pour se mettre debout et marcher. Donc ces étapes-là sont retardées beaucoup. Et la cause étant donc au niveau du cerveau, on dit infirmité motrice d'origine cérébrale. C'est deux cas, mais les causes sont un peu différentes. Voilà en gros ce que je peux dire par rapport à ces deux enfants. Alors, docteur Doumbé, après les explications de docteur Joakep, on comprend justement que chaque cas ici a une spécificité pour, je veux dire, Yves, c'est un cas particulier, c'est parce qu'il a passé beaucoup de temps, en fait, il n'est pas sorti à temps. Le fait de souffrir avant la sortie, ça a dû créer autre chose, quelque chose qui a abouti à sa situation aujourd'hui. Oui, effectivement, comme disait le grand frère docteur Joakep, le cas de Yves, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle une asphyxie, donc il manquait d'oxygène. Vous savez, le cerveau humain est comme une chefferie qui ne produit pas, mais qui doit consommer. Donc c'est pour cela qu'il consomme 20% d'oxygène du corps. Il est également avec comme toute chefferie. Alors, l'enfant a passé plus de 12 heures de temps à souffrir lors de la naissance. Et quand il est né, il y a eu un retard c'est-à-dire pour savoir si ça peut être, il faut corriger une hypoglycémie rapidement. Donc, ce qui a certainement aggravé ce retard. Et quand le cerveau ne reçoit donc pas l'oxygène, donc ça veut dire qu'il n'est pas irrigué, les cellules nerveuses, donc qui sont les neurones, vont mourir. Et quand ils meurent,
ils ne vont pas régénérer, mais il y aura plutôt des interconnexions, évidemment parce que son cerveau est encore immature, qui lui permet donc maintenant d'avoir des acquisitions, mais qui seront très lentes. Donc ça, c'est pour son cas, donc comme il parle des infirmités motrices d'origine cérébrale, mais ici, c'est donc ce cas lié certainement à cette asphyxie néonatale. Alors, il serait sorti des entrailles de sa mère en toute quiétude, qu'il n'aurait pas connu cette situation. Oui, si au cours de la conception, qu'il n'y a pas eu de problème, il serait né comme tout autre enfant, crier et vivre tranquillement sa vie. Mais comme il y a eu cet accouchement difficile, avec donc cette souffrance néonatale, qui est donc à l'origine de tout ce qu'il endure actuellement. Oui, docteur Jacques, avant de donner la parole à Pi, tout peut partir quand même des consultations prénatales, des visites prénatales, je vais dire. Est-ce qu'à partir de là, on peut déjà savoir qu'un enfant peut avoir une déformation congénitale? Oui, quand on parle du retard psychomoteur, comme nous disons, c'est un très grand domaine de la neuropédiatrie. Et quand vous les étudiez, on se rend compte que ce n'est pas tous les cas qui sont comme ceux-ci. Il y a d'autres causes qui peuvent entraîner ces troubles. Effectivement, il y a des maladies que la maman peut avoir pendant la grossesse qui entraînent effectivement chez l'enfant des troubles neurologiques. Ce n'est pas le cas qu'on a ici aujourd'hui. Mais il y a des maladies maternelles, effectivement, quand la maman est enceinte. Si ce n'est pas bien suivi, s'il y a des infections qu'on n'a pas dépistées à temps et traitées, l'enfant peut aussi naître avec des retards de ce genre, avec ces troubles comme ceux-ci, mais la cause étant différente. Il y a plusieurs maladies de la maman enceinte qui peuvent être cause. Il y a le grand chapitre des infections en général chez la mère, que ce soit, n'est-ce pas, la syphilis, que ce soit la toxoplasmose, que ce soit la rubéole, que ce soit les infections à VIH, que ce soit les infections à l'hépatite virale. Toutes ces maladies maternelles-là, quand elles ne sont pas dépistées à temps et traitées, peuvent chez l'enfant effectivement créer des retards aussi, avec d'autres signes. Par exemple, la cécité, par exemple, les problèmes d'audition, les petites têtes parfois, les problèmes cardiaques. Et voilà qu'il y a des petites nuances, mais dans l'ensemble, elles entraînent aussi des retards, n'est-ce pas, psychomoteurs, effectivement. Oui. Alors, Armand, on observe justement qu'il y a une sorte d'évolution de la situation, partant notamment des visites prénatales, partant de l'accouchement, et ensuite voir l'enfant naître. Avec toutes ces difficultés, on a évoqué déjà ces difficultés avec des médecins qui sont sur ce plateau également, pour dire que les familles sont aujourd'hui affectées, je voudrais dire moralement. La maman qui n'arrive plus à comprendre comment vivre avec un enfant comme celui-là. On estime que ce sont des enfants sorciers, des enfants serpents. C'est choquant quand même. Je vais commencer par exprimer beaucoup ma gratitude, si je peux dire ça comme ça, et mes félicitations à ces deux familles, parce que j'ai suivi le témoignage de ces mamans braves sur ce plateau. Et avec l'expérience qu'on a sur ce cas, bien sûr ces différents cas avec les parents et tout, c'est quelque chose d'extrêmement perturbant à plusieurs niveaux. La maman de Christ a dit elle a des douleurs, elle a le dos qui fait mal, elle est épuisée. Il est démontré sur le plan scientifique que les parents qui ont des enfants qui sont lourdement handicapés sont les plus stressés. Parce que l'enfant étant tellement dépendant de son entourage qu'il faut qu'on fasse tout pour lui. On doit se rassurer qu'il a mangé. Il faut pour cela détecter les signes. Voilà, lorsqu'il veut s'exprimer, lorsqu'il veut exprimer une faim. C'est des enfants qui peuvent avoir la diarrhée ou une douleur comme n'importe quel autre enfant. Il faut être en mesure de détecter que ici c'est la douleur. Il va pleurer toute la journée, il va pleurer toute la nuit. Et c'est la mère, et c'est les parents, et c'est la fratrie qui vont supporter, qui vont subir ça au quotidien. Madame a dit, 31 jours sur 31. Donc ça veut dire toute l'année.
Alors, pendant que vous vivez ça, vous avez dans votre entourage des gens qui pensent que c'est de la sorcellerie, c'est le grand-père au village, on a vendu l'enfant. J'ai souvent entendu même des gens dire que on rencontre des enfants à besoins spécifiques dans des familles nantis. Donc, ça veut dire que le père aurait vendu son enfant, la mère aurait vendu son enfant pour être riche. Et cette situation qui crée une honte terrible chez le parent, fait à ce qu'il y en a plusieurs qui enferment les enfants dans la maison. Ça, ce n'est ni plus ni moins que de la criminalité. Parce que c'est un enfant, comme vous l'avez dit dans le reportage, qui n'a rien demandé à personne, qui est né avec ses difficultés. Et l'entourage doit pouvoir lui apporter une aide, des soins adaptés à son cas, à sa situation. Dans d'autres familles, et c'est pour ça que je salue encore le courage de ces familles, vous allez voir le père qui va se désister complètement et qui va dire qu'il ne sait pas d'où sa femme est allée chercher ce genre d'enfant. Vous voyez, c'est une étiquette. Le papa de Chris, par exemple, qui a vendu sa maison pour pouvoir sauver son fils, mais jusque-là... Effectivement, parce que les soins dans ces conditions, dans ce contexte, sont longs et coûteux. Dans un environnement où la ressource humaine est extrêmement rare. Je dis bien extrêmement rare. Christ et Yves ne représentent rien par rapport aux enfants qui sont là dehors et qui ont besoin d'aide au quotidien. Et c'est des soins, je le redis, qui sont extrêmement coûteux et la ressource est rare. Donc, entendre un parent qui se lève le matin, qui doit se rassurer que l'enfant a mangé, qui doit se rassurer qu'il est propre, qui doit le vérifier chaque heure pour voir s'il est propre, etc., etc., etc. Ça suppose que... Et elle a dit, la dame, j'ai bien aimé ça, qu'elle-même est arrivée à développer des nerfs. Ça veut dire que c'est une forme d'épuisement émotionnel. Donc, à un moment où vous êtes dans une situation de stress, le peu d'énergie que vous avez est tellement consommé et brûlé que vous vous retrouvez à un niveau où vous n'avez plus rien. Un peu comme une bougie qui a fini de brûler. Dans le milieu professionnel, ça s'appelle le burn-out, l'épuisement professionnel. C'est la même chose avec les parents ayant un enfant à besoins spécifiques parce qu'elles doivent s'occuper de cet enfant tous les jours, toutes les heures, de jour comme de nuit. Oui. Et c'est extrêmement compliqué. Donc ce qui fait que, s'il vous plaît, fait que l'intervention, la prise en charge, l'accompagnement ne peuvent pas rester uniquement centrés sur l'enfant parce que sinon, le parent qui est le premier aidant n'aura pas les forces nécessaires pour pouvoir suivre l'ensemble des travaux ou bien l'ensemble des interventions qui peuvent être proposées. Alors, Dr Doumé, est-ce que ce sont des cas que l'on rencontre davantage puisque chaque fois qu'il y a, dans mes recherches, j'ai parlé, en tout cas, j'ai découvert qu'on parle pratiquement de 15% d'enfants sur, on va dire, sur 100 enfants, il y a pratiquement 15 qui sont aujourd'hui qui souffrent de ces troubles neurodéveloppementaux. Pas forcément, les mêmes causes ne sont pas les mêmes, pratiquement, on va le dire, puisque sur ce plateau d'ailleurs on l'observe. Oui, effectivement, les troubles neurologiques chez l'enfant n'occupent pas que 15% des pathologies chez l'enfant. C'est donc un peu plus au-delà. C'est un peu plus. On parle du tiers quand on regarde globalement. Au-delà des troubles de développement comportementaux, tels que les deux cas que nous avons là. Donc, quand on prend les troubles neurologiques en général, moins un tiers des enfants qui arrivent en consultation, ça peut être autre chose, des convulsions, des comas, et aussi bien il y a beaucoup d'autres, certains qui sont paralysés. Bon, comme disait tout à l'heure le docteur Joakep, pour ces deux enfants, vous voyez comment ils n'arrivent pas à se ressaisir parce que les mouvements ne sont pas coordonnés à cause de ce qui s'est passé au niveau de leur cerveau. Donc c'est un véritable problème de santé publique, mais qui est malheureusement pris sous le vocable souvent des maladies négligées. Dans beaucoup de contrées,
parce que on n'y met pas beaucoup d'attention. Mais alors que l'enfant, c'est l'avenir d'une nation, et Dieu seul sait si, quel devait être le devenir de ces enfants s'ils naissaient normalement et allaient à l'école comme tous les autres enfants. On ne sait pas quels sont les génies qui sont en eux. Donc maintenant, qu'est-ce qui est réellement le problème? Il faut aller depuis la base. C'est-à-dire qu'on a vu les carnets, ils ont certainement, les mamans ont suivi des visites dans des formations sanitaires, mais il faut savoir, est-ce que ces visites ont été faites comme il se doit, avec tout ce qu'il faut faire maintenant quand une femme est enceinte, et dès qu'il y a des alertes, pouvoir déceler. Une maman peut être avec une hypertension pendant la grossesse, qu'elle doit être prise en charge, puisque elle-même, les maladies de la maman peuvent affecter l'enfant à l'accouchement. Donc, entre autres, des causes de ces infirmités motrices. Et, bon, pour ces enfants, au-delà de l'accouchement, le cas de Chris, au 3e jour, qu'il est devenu jaune. Certainement qu'il y a eu un problème quelque temps avant la naissance, ou alors pendant la naissance, qui a fait en sorte qu'il devienne jaune. Et cet ictère qui a donc attaqué son cerveau est à l'origine de tout ce qu'on est en train de voir actuellement. Alors, nous avons Josiane sur ce plateau qui peut nous dire, durant la grossesse, cet enfant, est-ce que les visites ont été suivies de façon régulière et respectées selon les médecins? Oui, à chaque rendez-vous, moi j'honorais mes rendez-vous. Le premier jour même que je suis allée, on m'a prélevé, j'ai fait tous les examens, on m'a prescrit les produits, j'ai pris tous mes produits. Et à chaque rendez-vous, j'allais à mes rendez-vous normalement. Est-ce qu'entre-temps, on n'a rien détecté, on n'a pas dit qu'il y avait un problème de santé? Pour vous d'abord, pas forcément pour l'enfant? Non, je n'étais pas malade. On n'a détecté aucune maladie. Aucune. J'ai eu à faire 2 échographies avant l'accouchement. J'ai fait l'échographie à 8 mois. À 8 mois de grossesse, avant l'accouchement, j'ai fait. On a eu de l'enfance, l'enfant se portait très bien. Vous êtes en contact permanent avec les enfants, puisque à la naissance, vous êtes le premier à aller porter l'enfant en tant que pédiatre et neuropédiatre également. Est-ce que ce sont des cas que vous rencontrez plus souvent? Ou alors, comment est-ce que vous faites pour savoir que cet enfant a des prédispositions dans ce sens, ou de faire une pareille maladie? Alors, pour les cas comme celui-ci, qui, n'est-ce pas, a eu une grossesse bien suivie, mais ça, l'accouchement qui a des problèmes. C'est parfois difficile à prévoir. Néanmoins, il faut avoir un bon suivi, c'est vrai. Avoir un bon gynécologue ou bien une bonne sage-femme qui connaît, qui sait détecter en temps opportun les risques pour le bébé, et parfois passer le cap au gynécologue pour parfois faire des césariennes. Parce que le travail est très prolongé aussi parfois, l'enfant a le temps de souffrir. Et quand l'enfant souffre, mais quand même on s'en sort, c'est un risque ultérieur d'avoir un enfant qui a ces problèmes neurologiques. Donc parfois il faut savoir dépister à temps les grossesses, les accouchements qui se passent avec beaucoup de difficultés, et décider à l'instant T d'opérer. Vous allez voir que ces temps-ci, le nombre de césariennes a tendance à monter un peu partout dans le grand maternité, parce qu'on préfère ne pas prendre de risques pour l'enfant. Donc c'est la surveillance de l'accouchement, la salle d'accouchement, les sages-femmes qui doivent être vraiment très aguerries pour dépister à temps quel cas, n'est-ce pas, nécessite une intervention rapide du gynécologue et prendre la décision pour ce cas particulier. Pour le cas de l'enfant, l'autre enfant encore, c'est Chris qui a eu l'ictère. Pendant la grossesse, si on fait un bon suivi, on se rend compte que parfois les groupes sanguins des parents ne sont pas très compatibles. C'est une des causes parfois d'ictère chez le nouveau-né. Et dans ces cas, il faut que le gynécologue suive la maman très bien, prendre des mesures pour que l'enfant qui va naître n'ait pas de problème. Il y a des incompatibilités A, B, O et Rhésus qui doivent être détectées dès les premières visites de la maman pour pouvoir être prise en charge rapidement.
Il y a aussi le fait que l'enfant peut naître avec une maladie, une infection, un nouveau-né, qui le rend anémié et jaune. On le transfuse, il est jaune, on le traite, mais le cerveau a le temps de souffrir. Là encore, c'est que quand l'enfant naît, on doit le suivre dans les premières 24, 48, 72 heures pour voir s'il n'y a pas un signe inquiétant d'infection, l'examiner, prendre la température, voir si l'enfant tête bien. Auquel cas, s'il y a une infection, qu'on la prenne en charge rapidement parce que l'infection aussi, chez le nouveau-né, peut être cause d'ictère. Voilà les deux grands groupes d'ictère, de causes d'ictère chez le nouveau-né. Donc l'incompatibilité ABO-Rhesus et les infections de chez l'enfant. Donc il faudrait être très vigilant chez le nouveau-né qui naît bien, mais qui peut avoir une infection très rapidement. Alors, et pour le cas, par exemple, de Chris, est-ce que c'est dit qu'il y a eu une certaine négligence dès le départ? On pouvait bien sauver la situation? On saurait le dire a posteriori parce que nous n'étions pas là, on ne peut pas savoir. Toujours est-il que ceux qui l'ont suivi, on suppose qu'ils ont fait leur travail. Quelque part, la maman dit très bien que c'est à partir du 3e jour qu'ils ont découvert l'ictère. Est-ce que ce n'était pas quelque chose qui était là avant, mais on n'a pas prêté attention? Vous savez, quand l'enfant est né, il a un teint tellement clair que quand il devient jaune, c'est pas difficile à dépister. Il faut être très vigilant. Que ce soit la famille, que ce soit les infirmiers, les infirmiers de la maternité, peuvent ne pas être très vigilants et on passe à côté. Et ça va souvent très vite. Il peut être un peu jaune aujourd'hui, demain il devient terriblement jaune parce que la cinétique est très très rapide. Donc on ne peut pas dire si effectivement il y a une négligence ou pas, mais parfois on est pris de court par l'évolution rapide de ces ictères chez le nouveau-né. C'est vrai que les deux ont dit, en tout cas, selon bien sûr leur position sur ce plateau, qu'elles ont suivi régulièrement des visites prénatales. Donc on ne peut pas tout de suite savoir où est-ce que la maladie est partie, surtout l'ictère que vous évoquez sur le cas de Franck, je crois. De Chris. De Christ, oui. Oui, il faut un bon suivi, c'est vrai. Mais je vous rappelle aussi qu'il y a parmi les cas d'enfants qui ont ces retards-là, retards psychomoteurs, on a beau avoir un bon suivi, pas de maladie, l'enfant naît à terme sans problème. Il y a un certain nombre de cas qui vont quand même revenir, on n'a pas de cause. Hein. Il y a des enfants qui ont ces retards, mais vous faites tout le bilan, toutes les recherches, vous interrogez, on se rend compte que l'enfant n'a pas eu de facteur prédisposant, mais quand même il a ces retards. C'est là qu'on fait donc les recherches pour voir les causes, parfois génétiques, parfois. Les causes génétiques, parce qu'il y a des enfants qui naissent, qui ont ces retards-là, la cause étant génétique. Les maladies génétiques sont tellement nombreuses qu'ils peuvent donner ce genre de tableaux cliniques. Donc il reste un certain nombre de cas où on n'aura pas de cause. Vous avez fait tous les choses, vous ne trouvez pas de cause, même pas génétique. Donc, il y a on appelle ça des cas non résolus. L'enfant a son retard psychomoteur, mais on n'a pas de cause vraiment détectable, que ce soit l'interrogatoire, que ce soit par la recherche de laboratoire, que ce soit par la génétique. Il y a des cas comme ça non résolus, ça ne manque pas. Mais l'essentiel est que la maman ait quand même un bon suivi, que le gynécologue, les sages-femmes aient fait du bon travail. Et dans ces moments, on n'a pas de reproche à se faire. Il y aura toujours quand même quelques cas non résolus, mais on n'aura pas de remords à se faire. Alors, Happy Armand, dans vos multiples recherches, vous avez réussi à faire la différence entre ces troubles neurodéveloppementaux et vos recherches qui sont associées à ce qu'on appelle, je vais me retrouver, l'autisme. Carrément, parce qu'il faut faire une différence entre les troubles neurodéveloppementaux et l'autisme. Est-ce que c'est la même chose? En fait, au début de mon propos, j'ai dit tous ces troubles sont des troubles neurodéveloppementaux. Le fait de donner des noms en fonction des tableaux cliniques, c'est pour rendre les études beaucoup plus faciles. Donc, quand on parle d'infirmité motrice cérébrale, le plus gros des difficultés de l'enfant se retrouve sur le plan moteur. Et il y a plusieurs formes. Celles que nous avons aujourd'hui sont des formes les plus sévères, passant de tétraplégie. Et avec cette sévérité, on peut avoir une atteinte au niveau des fonctions cognitives, au niveau du fonctionnement intellectuel. Donc ça veut dire que dans l'IMC, c'est qu'il faut
vraiment comprendre, c'est les difficultés motrices et parfois une association d'une déficience intellectuelle. Or, dans les troubles du spectre autistique, c'est des difficultés au niveau de la communication, des interactions sociales et des comportements qui sont restreints et stéréotypés. Ça veut dire que vous avez un enfant qui est incapable d'interagir socialement, qui est incapable de comprendre votre état émotionnel, qui est incapable d'ajuster son état émotionnel en fonction de votre état émotionnel, qui, face à une situation, est incapable de percevoir la situation dans sa globalité, donc de donner une certaine cohérence à la situation, mais se fixe sur des choses purement spécifiques. Et ça fait que cette difficulté au niveau de leur fonctionnement cognitif les amène à avoir parfois des troubles de comportement parce qu'ils ne comprennent pas toujours leur environnement. Ça veut dire par exemple que l'enfant a faim, il ne sait pas dire à son entourage que j'ai faim, il va utiliser le langage qui s'y est le mieux pour dire qu'il a faim. Il va se mettre à crier, il va renverser tout à son passage. Voilà. Parfois, comme c'est des enfants... La preuve tout à l'heure, les mamans ont dit qu'elles sont les seules à savoir à quel moment ils ont besoin de quelque chose et elles sont les seules à maîtriser le langage de ces derniers. Voilà. Donc, effectivement. Donc, maintenant, ça fait que un enfant, par exemple, qui a des difficultés au niveau de l'imagination, c'est-à-dire qui est incapable de pouvoir s'occuper tout seul, ça fait qu'à un moment, il va développer une certaine façon d'évoluer au quotidien. Il va répéter cette façon de faire de façon assez régulière. On parle de stéréotypes. Donc, le fait de pouvoir les distinguer, c'est juste pour rendre les études beaucoup plus simples. Monsieur Ndongo, si vous permettez, je voudrais quand même faire une petite mise au point. Il ne faudrait pas qu'on sorte d'ici avec dans la tête l'esprit l'idée selon laquelle ce sont des choses qui sont, des pathologies qui sont identiques. Non. Monsieur Appier travaille sur l'autisme, c'est vrai, mais ce soir, on parle de choses terriblement différentes. Oui, parce que si on a cette confiance, ça va nous amener un peu hors du sujet ici. En tout cas, la question a été posée juste pour comprendre un peu la différence qu'il y a entre l'autisme et ce trouble. En résumé, l'autisme, c'est un enfant qui n'a pas de problème moteur. Oui. Un enfant qui grandit, on peut dire, dans un couloir qui est un peu parallèle au couloir habituel. Donc, il suit un chemin, il suit sa croissance. C'est un chemin qui n'est pas le chemin habituel. Dans sa bulle, comme on dit en gros, il est dans son monde à lui. Voilà, dans son monde à lui. Il n'a pas de problème moteur, il marche très bien. Il ne s'exprime pas, il ne communique pas, c'est vrai. Il ne joue pas avec d'autres enfants du même âge ou à l'entourage. Et puis il a des domaines d'intérêt assez réduits. Mais au plan moteur, il n'a aucun problème. Il s'alimente, il ne parle pas, c'est vrai, mais il peut se faire comprendre. Donc ici, on parle des enfants qui ont vraiment un retard, vraiment aussi bien sur le plan moteur que sur le plan mental. Donc l'autisme, c'est un domaine assez particulier qui concerne les enfants, c'est vrai aussi. Ça fait partie des maladies neurodéveloppementales, c'est vrai, mais ils n'ont aucun problème moteur, donc il n'y a pas de confusion possible. Ceux-ci ont des problèmes moteurs vraiment très très importants, comme on a vu, ils se déplacent pas, ils s'asseyent, ils ne s'assoient pas. Ce qui est le contraire chez les enfants qui ont ces problèmes de troubles autistiques. Donc, c'est notre grand chapitre, c'est vrai, qui est très important et c'est vrai, très intéressant. Oui, il fallait faire cette différence. Oui, absolument. De toute façon, puisque lorsqu'on discutait avec les mamans, il y a eu des gens, les voisins qui estimaient que c'était l'autisme en même temps. Donc, il fallait justement apporter cette précision. Alors, Dr Ndoumé, on veut comprendre un peu, comment se fait la prise en charge d'un pareil cas, puisqu'il y a deux quand même, on va dire que les causes ne sont pas les mêmes, à partir notamment de vos explications et des récits des mamans. Mais est-ce que la prise en charge de ces deux cas se fait de la même façon? Bon, merci. Bon, en ce qui concerne la prise en charge de ces deux enfants, il y a d'abord un certain nombre de choses qui peuvent les aider, c'est-à-dire que interroger les mamans, l'interrogatoire, l'examen, ça fait partie d'une prise en charge. Donc là, c'est identique. C'est-à-dire qu'on interroge les mamans pour avoir les antécédents de leur... Qu'est-ce qu'ils avaient comme maladie, comment la grossesse a été suivie, est-ce qu'elles ont été malades pendant la grossesse,
Et maintenant, l'accouchement, c'est là où on voit qu'il y a donc des différences entre les deux. En ce moment, les examens seront dirigés en fonction de chaque cas. Le cas de Chris, comme on a dit, ça peut être une infection ou un problème d'incompatibilité. Bon, ici, c'est un problème d'asphyxie. Donc, ça sera axé sur le problème d'anoxie au niveau du cerveau. Bon, maintenant, à l'état actuel, c'est une prise en charge multidisciplinaire. C'est-à-dire qui va engendrer non seulement les neuropédiatres, les psychologues, les ergothérapeutes, les orthophonistes, c'est-à-dire pour pouvoir, en dehors de tout ce qu'on pourra faire comme batterie d'examen, pour pouvoir savoir ce qui peut être récupérable, parce que Chris a 7 ans, avec dans ce qu'on appelle souvent des encéphalopathies fixées, donc ça veut dire que des lésions sont déjà là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour développer maintenant des voies de contournement? C'est comme quand il y a un embouteillage, les gens cherchent des passerelles pour arriver. Donc maintenant, comme les cellules nerveuses même sont, donc maintenant c'est ces synapses, donc ces voies de contournement qui permettront donc à ces enfants d'avoir un certain nombre d'acquisitions pour l'évolution de leur façon d'être et de vivre avec leur famille. Mais c'est un chemin long qui nécessite la patience et surtout un accompagnement aussi bien des parents également, parce qu'on a suivi des parents qui disent qu'ils sont fatigués, que ce soit le père, la mère d'un des deux quand on suit le reportage. Donc ça veut dire on prend en charge les enfants, il faut également prendre en charge les parents. Oui, docteur, il y a, à partir des explications données par docteur Doumbé, on comprend que la prise en charge doit être tôt, ou alors intervient tôt, pour récupérer quand même l'enfant à pratiquement 90 ou 95%. Mais si en âge avancé, le pourcentage est réduit. J'aime bien votre chiffre là. On dirait que vous avez bien compris le sujet. Effectivement, pour pouvoir parler de traitement, il faut savoir qu'est-ce qu'on a comme objectif. Parce que quand on a une infection respiratoire, bien quand on a un paludisme, peut-être vous guérissez en quelques jours et on n'en parle plus. Alors, en termes de ces troubles de ces nouveau-nés, ces enfants qui ont ces retards ces retards moteurs, etc., il faut fixer quels sont les buts à atteindre, quel est l'objectif du traitement. Il y a 3 grands objectifs à atteindre. Il y a d'abord le fait que l'enfant puisse au moins communiquer, se faire comprendre. Ça, c'est un but à atteindre. Il y a le fait qu'on doit l'aider à pouvoir effectuer les tâches quotidiennes. Donc, par exemple, se brosser, peut-être manger, peut-être saluer, etc. Les gestes courants de la vie habituelle. On doit l'amener à pouvoir faire ces gestes-là. Et le troisième but, c'est de permettre qu'il ait une certaine autonomie dans le déplacement. Ça, c'est 3 grands buts. Et ces buts ne sont pas souvent atteints à 100%, comme tu as bien dit. On cherche à qui s'approche le plus possible du chiffre de 100%, qui est d'ailleurs très difficile. Mais on veut faire tout pour s'en rapprocher le plus possible. Et dans ces cas-là, on a donc plusieurs intervenants. Le docteur me l'a bien essayé d'expliquer. Il faut ajouter dans ce qu'il a dit les psychomotriciens, les kinésithérapeutes, les chirurgiens orthopédistes qui parfois interviennent dans les problèmes de tendons rétractés, etc. De chirurgiens orthopédistes. Donc, c'est un ensemble une équipe assez complète qui chacun à son niveau intervient pour régler 1 ou 2 problèmes. Et à la fin, donc, on concourt à ce que l'enfant est donc qu'il soit proche de ces 3 objectifs qu'on a fixés au départ. Et je suis sûr que rarement on atteint les 100%. Mais on veut s'en rapprocher le plus possible. C'est pour ça qu'après tout, même comme c'est difficile, la prise en charge est importante. On ne doit pas se décourager parce que quelques-uns progressent beaucoup, certains un peu moins, mais en termes de soins médicaux, il est question que l'on fasse le maximum que l'on peut avec les moyens qu'on a à l'instant T pour leur permettre, n'est-ce pas, d'atteindre ou bien de se rapprocher de ces 3
objectifs que j'ai dit tout à l'heure là. Alors, la science évolue quand même. Pourquoi ne pas atteindre les 90-95%? Tout à fait, c'est le but. C'est ce que nous visons comme objectif. Oui, avec tout ce qu'il y a comme moyen, comme je disais tout à l'heure, les moyens aujourd'hui, il y a les moyens médicamenteux aussi. Il y a les médicaments, il y a l'ergothérapie, comme il a dit, la kinésithérapie, la psychomotricité, hein, et la chirurgie orthopédique et osseuse. Hein, et tout cela pour pouvoir arriver à ces buts le plus proche possible de la normalité qui est de 100%. Alors pour davantage rassurer les parents ici... Sans oublier le côté éducationnel. Parce qu'après tout, à un certain âge, il faut penser à leur éducation. Et il y a des écoles spécialisées aussi qui, n'est-ce pas, prennent en charge les enfants à motricité réduite, comme on dit. Il y a certains qui ont des problèmes moteurs, mais qui au niveau mental sont très bien. Hein. Il n'y a que la motricité qui est diminuée. Il y a d'autres qui ont des problèmes de mental, mais physiquement, ils se déplacent très bien. Donc, à chaque cas, on va trouver des écoles, n'est-ce pas, appropriées, adaptées, et les aider à se rapprocher le plus possible, n'est-ce pas, de la normalité. Très bien. Armand, Api, on peut comprendre que la satisfaction de l'enfant peut passer également par le parent. Aujourd'hui, avec les deux cas présentés ce soir, les parents qui sont déjà affectés, il faut d'abord les ramener, trouver la solution à leurs problèmes posés ici. C'est un problème assez complexe et il faudrait le prendre avec sa complexité. Ça veut dire que vous avez un enfant qui arrive en consultation. C'est clair qu'il faut comprendre que la première personne qui reçoit l'enfant, c'est le pédiatre. Maintenant, lorsqu'il a reçu l'enfant et qu'il a un diagnostic, qu'est-ce qui peut être offert à cet enfant pour garantir une prise en charge de qualité? Comme je disais, je vais insister dessus, c'est que le fait de mettre un nom sur un trouble est purement administratif dans les cas pareils. Parce que dire que Yves est IMC, ça ne suffit pas. Dire que Christ est IMC, ça ne suffit pas. Dire que tel est autiste, ça ne suffit pas. Maintenant, si on veut intervenir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut connaître Yves. Il faut connaître Christ. Donc ça veut dire qu'il faut déblayer le chemin. Et pour le faire, il faut faire une évaluation complète de Yves sur le plan biomédical, sur le plan psychologique, sur le plan moteur. À partir de ça, on aura un profil de l'enfant. On saura exactement quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, quels sont ses points en émergence. À partir de là, on peut définir les objectifs d'intervention en fonction de ce qu'il sait faire actuellement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on essaie d'avoir un tableau de l'enfant. Il sait faire ci, il sait faire ça, il ne sait pas faire ci, il ne sait pas faire ça. Ce sont ces besoins qu'on recherche. Et en fonction de ces besoins maintenant, on va solliciter, parce que ce sont ces différents professionnels qui font les évaluations. Le psychologue, le kinésithérapeute, le psychomotricien, l'ergothérapeute, l'orthophoniste, qui sont des spécialistes qui ont chacun un champ d'intervention précis et chacun va produire une évaluation. Et à la fin de cette évaluation, on va définir les objectifs éducatifs de l'enfant. Et ces objectifs vont être travaillés de façon conjointe, chacun restant dans son domaine. C'est pour ça qu'il faut penser à coordonner toutes ces interventions. Et maintenant, qui est le pilier de cette prise en charge pluridisciplinaire? C'est le parent qui est au centre de tout. Parce que si vous êtes, monsieur Flavien, vous êtes intervenant, peu importe la bonne volonté que vous avez, tant que le parent lui-même ne se montre pas volontaire par rapport à la prise en charge éducative de son enfant, vous allez faire des efforts autant que vous voudrez, vous allez avoir des résultats certes, mais ces résultats seraient mieux si vraiment le parent aussi se met. Ça fait que ce que vous faites, par derrière, il peut faire. Ça fait que l'enfant a plus A1, plus 1,
plus 1, plus 1. Et ça se fait tous les jours. Maintenant, le parent peut ne pas être dans les disponibilités. Il peut ne pas être disponible pour pouvoir accompagner l'enfant parce que la situation est tellement difficile à porter. Ben, on doit lui offrir un traitement spécifique dans le cadre d'une prise en charge psychologique. Ça peut être une psychothérapie ou bien une psychoéducation ou bien une éducation thérapeutique, bon, ce qu'on voudra, en fonction de ses besoins aussi, pour aider ce parent à être plus efficace, plus adapté par rapport à la problématique de l'enfant. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Personne ne fait sa paille sur outil. On fait tous ensemble. Parce que si on fait en désordre, on finira par embrouiller et le parent et l'enfant. Si ce n'est pas coordonné, voilà. Donc ça veut dire qu'on doit pouvoir penser la stratégie avant d'intervenir. Alors, on va étape par étape. Dans le cadre de la prise en charge, ça veut dire qu'il faut nécessairement du temps pour pouvoir arriver. Docteur, si on commence par le parent qui doit comprendre que j'ai entre mes mains une situation, il faut que j'accompagne cette prise en charge, ça nécessite beaucoup de temps. Oui, effectivement. Bon, et beaucoup de volonté aussi. Dans cette prise en charge, puisque c'est le parent qui vit avec l'enfant tous les jours, il est vrai que l'enfant peut également être placé en milieu spécialisé quand on voit que l'état d'esprit des parents ou l'environnement ne permet pas que cette prise en charge globale puisse être faite. Donc on peut le mettre dans un milieu spécialisé et avec des parents. Bon, qui tel n'est pas le cas ici. Donc une fois que les parents sont bien informés de ce qu'il y a lieu de faire, maintenant c'est aux spécialistes, chacun à son niveau, de pouvoir intervenir. Et surtout informer les parents que c'est quelque chose qui va mettre du temps. Ce n'est pas comme disait tantôt mon confrère, que comme on traite le palu en 3-5 jours, ainsi de suite. Il faut qu'ils sachent que ça va prendre du temps. Et le gain n'est pas immédiat, mais qu'on regarde ce qu'on a acquis par rapport au temps zéro. Si au temps zéro, l'enfant n'arrivait pas à dire A, et que après avoir suivi la psychomotricité, ceci et cela, comment déjà, comme le cas de Yves, qui a reconnu papa à travers l'écran, et qui essaie de balbutier quelques mots, c'est déjà un pas. Maintenant, on peut l'amener à améliorer son langage pour pouvoir communiquer avec, pas seulement les parents, mais avec les autres enfants. Ton environnement. Ouais. Et de même, on prendra en charge le volet moteur et tous les autres pour pouvoir l'amener à avoir le plus d'autonomie pour les tâches quotidiennes. Alors, et lorsqu'on a fait le tour, on comprend justement que c'est une question de temps et une question de volonté pour pouvoir atteindre les objectifs que l'on recherche dans la prise en charge, finalement. Et aussi des persévérances, des volontés, des persévérances et aussi des moyens financiers. Et justement, j'en venais. Ça compte parce qu'il faut beaucoup de volonté, des moyens et vraiment, il n'est pas se décourager. Ça, c'est le risque que beaucoup de parents courent. Parce que quand c'est un travail de très longue haleine, quand le progrès est lent à se manifester, et quand il est minime, certains parents ont tendance à se décourager, ce qui est un tort d'ailleurs. C'est pas facile. D'où l'importance aussi du soutien psychologique, comme le docteur l'a dit tout à l'heure, pour la maman et aussi pour l'enfant. Et beaucoup plus pour la maman, parce qu'à la maman, il faut beaucoup de volonté, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les moyens. Et aussi l'assistance du gouvernement, parfois, parce qu'en même temps, il faut aussi que les enfants en âge d'aller à l'école, qu'on ait assez d'écoles spécialisées, de centres spécialisés, des gens formés pour la poursuite, n'est-ce pas, de leur éducation. Donc c'est un travail de très longue haleine et qui n'est pas du tout facile. On a des gros problèmes chez nous en Afrique, des problèmes de santé courants, des décès, des maladies contagieuses, maladies. Bon, ces enfants qui ont ces problèmes-là, certains ne voient pas l'importance d'y investir aussi. Parce qu'ils ne sont pas les plus nombreux, mais on ferait mieux aussi d'y mettre un peu plus de moyens
pour les aider à pouvoir évoluer. D'accord. L'argent, c'est le nerf de la guerre. On comprend que même si on a la volonté, on a la patience, on a tout ce qu'on peut avoir, si on n'a pas de moyens, il y a des raisons pour lesquelles ces parents sont venus à Regard Social pour chercher justement l'appui des âmes de bonne volonté, le soutien des âmes de bonne volonté pour la prise en charge de leurs enfants. Mais, vous savez, je peux réapprendre aux maîtres concernant cette question parce qu'ils ont beaucoup d'expérience sur la question. Ils ont tellement reçu des familles indigentes, des personnes qui ont des problèmes et tout. Un parent arrive avec un enfant dans un environnement spécialisé où le coût moyen de la prise en charge devrait se chiffrer à 200 000 francs au moins chaque mois. Il arrive, il est incapable de payer 40 000 francs. Et là-dedans, on doit payer l'éducateur sportif, le psychomotricien, le kinésithérapeute, les éducateurs spécialisés, le psychologue. Imaginez un peu. Et pour une intervention de qualité, il faut un matériel adapté. Ça veut dire que si vous n'avez pas les outils, vous n'avez pas le matériel adéquat nécessaire, vous ne pouvez pas apporter, parce que on peut avoir deux enfants qui ont le même trouble, mais qui n'ont pas les mêmes besoins. Ça veut dire que l'activité ou bien le comportement, l'objectif qu'on recherche avec tel enfant n'est pas le même qu'on recherche avec l'autre. Et il faut pour chacun des objectifs avoir un matériel spécifique pour pouvoir le travailler. Donc seulement la ressource humaine. Et c'est pour ça que j'aime bien ce proverbe sénégalais. Il faut tout un village pour éduquer un enfant. Ça veut dire qu'il faut un ensemble de personnes ayant des compétences diverses dans divers domaines pour pouvoir accompagner une personne. Et chacune de ces personnes doit avoir un salaire pour pouvoir vivre à la fin du mois de façon décente. Et imaginez, vous êtes dans un environnement où vous devez louer le local, par exemple. Ça, c'est des frais en plus. L'enfant doit pouvoir se déplacer le matin de la maison pour le centre spécialisé. Et c'est un enfant, c'est-à-dire un être humain qui fonctionne normalement comme tout le monde. Donc, il peut avoir une diarrhée à un moment, il peut avoir le palu, il peut avoir des douleurs dentaires. Ça veut dire qu'il faut avoir aussi dans l'équipe, en plus du pédiatre que vous devez payer, il faut avoir un dentiste. Donc, il faut tous les professionnels possibles pour accompagner la même personne qui a des difficultés énormes. En fait, vous comprenez bien que ces maladies arrivent beaucoup plus aux enfants des familles à faible revenu. Non. On voit bien sur ce plateau, vous avez vu l'environnement dans lequel... C'est réducteur de penser comme ça. Il y en a qui pensent que c'est des troubles qui arrivent chez des familles nantis. Parce que le parent aurait vendu son enfant. On les retrouve dans toutes les régions du monde. Dans toutes les familles du monde. Que l'on soit riche ou pauvre, intellectuel ou déficient. Ça veut dire qu'une personne déficiente peut donner naissance à une autre personne qui a la même difficulté. Et imaginez le parent qui évolue dans cette logique, dans quelques années peut développer un accident vasculo-cérébral, va devenir aussi un autre problème pour son entourage. Vous voyez? Donc c'est pour ça que intervenir pour un ou deux cas, c'est une chose. Mais il faut penser à une stratégie globale qui intègre au premier chef la formation. J'ai parlé de l'absence de ressources. Je ne sais pas, je vais poser la question un peu au hasard à la dame. Combien de professionnels avez-vous déjà visité depuis que vous avez constaté que votre enfant avait des difficultés? J'ai rencontré déjà son pédiatre à Ndjomé. J'ai rencontré un naturopathe à Tian. J'ai rencontré un pédiatre à l'hôpital général. J'ai rencontré également le neurologue de l'hôpital général aussi. Donc, vous voyez qu'elle est restée sur la sphère purement biomédicale. Ça veut dire que la prise en charge de son enfant jusqu'ici n'a tenu compte que des facteurs biologiques. Et pourtant, je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut tenir compte des facteurs aussi psychologiques, des facteurs de l'environnement. Donc, ça veut dire qu'il faut une équipe et qu'on ait une intervention coordonnée
D'accord. Et pour le cas de Yvan, il faut miser beaucoup sur le kiné, le psychomotricien. Très bien. Alors, on va comprendre, on conclut que ces parents, pour la plupart des cas, ça je le dis d'expérience parce que je les reçois, nous les recevons sur ce plateau, ce sont des parents, des enfants, je voudrais dire des enfants des parents pratiquement abattus financièrement, et raison pour laquelle les cas s'aggravent au fur et à mesure parce que faute de moyens, il est difficile de se prendre en charge. Donc, et raison pour laquelle ces cas viennent donc sur ce plateau dans le cadre de Regard Social. Je voudrais vous dire merci d'être venu déjà partager avec nos téléspectateurs, également rassurer qu'il y a quand même de l'espoir pour ces enfants et que s'il y a des moyens, on peut trouver quelque chose de positif. Je voudrais dire permettre à ce que ces enfants marchent, peut-être parlent ou alors puissent peut-être aussi être autonomes, puisque c'est ça aussi l'essentiel pour ces parents qui veulent savoir que leurs enfants, et non pas accoucher pour rien, il faut que ces enfants soient quand même des enfants qui vont aller assurer une telle commission ou une autre. Donc, c'est un peu l'objectif également. Donc, merci d'être venu. Merci à vous. Merci également à nos chers téléspectateurs. Mais l'essentiel reste, c'est-à-dire soutenir ces familles financièrement qui ont besoin justement des moyens pour pouvoir prendre en charge leurs enfants. Je voudrais vous inviter également à suivre, pour ce qui est, avant de partir, des cas sociaux enregistrés et qui sont déjà en phase d'être pris en charge. Il y a bien entendu le cas de Stéphane, qui est donc ce jeune garçon qui souffre en tout cas au niveau de sa bourse et qui a perdu en tout cas sa partie génitale. Vous souvenez-vous, c'était à la suite d'un accident. Il se rendait à l'école, il a glissé sur un pont, il a frappé sa partie génitale contre une planche. Il est donc aujourd'hui en difficulté. Il a besoin de moyens financiers également pour pouvoir être pris en charge. Donc, juste après, nous allons recevoir Irène Tembe pour la suite. Et mon iris, quand les urines voulaient venir, je ressentais une douleur atroce. Cela m'empêchait même de soulever encore les pas là où j'étais. Mon ami avec qui j'étais a demandé que, mais qu'est-ce qui ne va pas, Stéphane? Il dit que maman, et moi, j'ai fait, avant qu'il maintenant lui mettait au courant qu'il est comme ça, j'ai fait un accident le matin quand je venais en classe. Et actuellement, il m'a dit que mais je me déshabille, je me rends compte que j'avais l'inflammation au niveau de mon appareil génital, mon testicule, tout ça était enflé. Et au bout de mon pénis, c'est le sang qui venait. Directement, il a emprunté une moto pour m'amener à la maison. C'est de la maison maintenant qu'on m'amène à l'hôpital d'urgence. La formation sanitaire qui accueille Stéphane est le centre de santé intégré d'Ndokovi. Les responsables du centre intégré, impuissants face au mal de Stéphane, réfèrent le cas à l'hôpital du district de Bafan. Et c'est de là que la situation de Stéphane change négativement, puisqu'il tombe sur un infirmier qui voulait s'essayer en chirurgie d'un niveau élevé. Je tombe sur un infirmier à l'hôpital de
Les parents qui étaient avec moi, ils étaient vraiment démoralisés après toute cette transaction, toute cette... Stéphane vit avec une sonde et une poche à urine depuis environ 7 ans. Avant de rencontrer les spécialistes de sa maladie, le personnel de santé Stéphane, que vous avez suivi dans ce reportage, Stéphane qui a été victime d'un accident alors qu'il se rendait au collège un matin, voyez-vous, ce sont des situations qui peuvent nous arriver. Il a besoin de votre aide pour pouvoir être opéré une énième fois et peut-être espérer un résultat aussi attendu par ses parents et par lui-même, parce qu'il a toujours besoin de retourner à l'école et de jouer au football comme il avait l'habitude. Sur ce plateau, Irène Tembe, bonsoir. Bonsoir Flavien. Vous nous retrouvez pour nous donner la situation financière de Stéphane. Tout à fait. Les différentes contributions pour le cas de Stéphane sont les suivantes. Kenyé 1000 francs, bienfaiteur 1400, bienfaiteur 500, Emmanuel de Noé 1150, la famille Tenfak 20 000, la famille Toko Justin de Bonté 3 000, Capture Fotso Marie Noël de Yaoundé 5 000, un bienfaiteur 1000 francs, bienfaiteur 4 000, Silachom Stéphane 2 000, Djikam Yonyo 1500, Monsieur Ndachwa 1000 francs, bienfaiteur de Bepanda Étoile d'Or 2 000, la famille Nana 2 000, Isanta Menzen Binka 2 000, Épée Oscar 5 000, la famille Eli de Douala 10 000, la famille Ekidi de Douala 10 000, Ndam Diaka 7 000, bienfaiteur 700, bienfaitrice anonyme 30 000, une infirmière de l'hôpital Sébec 10 000, une âme de bonne volonté 5 000, maman Lucie et ses enfants 5 000, la voisine de Lorbessou 3 000, élève du collège Intar de Bepanda Double-Balle 5 000, Adélaïde Donfac 2 000, anonyme de Papas PK 14 1500, Kakanou 3 000, deux sœurs bienfaitrices Kribine Dombe 10 000, couple Ndep 5 000, une femme à Yaoundé 1000 francs, une inconnue 5 000, Chuekam Jeanne 10 000, Joël 7 000 francs, maman Alice du marché central 25 000 francs, bienfaiteur 1000 francs, donc Bamou 10 000, Yann Topira 2 000, une chrétienne de Sonko 2500, Nadine Douala 2 000, maman Jeannette 1000 francs, la famille Tenfak 20 000, un bienfaiteur de Bamenda 2 000, la famille Nana à Bahanté 2 000, bienfaitrice 5 000, Kamdem Christophe Agarois 30 000, Deli 10 000, une bienfaitrice de Newton Aéroport 10 000, famille Sikati de la cité belge 7 000, Chafak Sévérin 10 000, chrétienne DM de Forêt-Bar 1000 francs, Boris 2 000, Virginie de Yaoundé 2 000, Daniel 500, doctorant en médecine 1000 francs,
Famille Kouete, 5 000. Monsieur et Madame Depou Emmanuel Inbamenda, 5 000. Sylvain Ewa de Kumba, 5 000. Madame Kenye Béatrice Maché Youpé, 5 000. Famille Tarou Abamenda, 6 000. Famille Kacham, 1000 francs. Guy Victor, 1000 francs. Tassam Grasse, 10 000. Passi Passi du Cameroun, 20 000. Monsieur Ndassi Adonis, 1000 francs. Takam, 5 000. Les couples Mélisse et Sylvain, 1000 francs. Bienfaitrice, 2500. Famille Chamtui Jean, derrière Texacon Kouloulou, 3000 francs. Madame Veuve Djomo Rose et ses enfants en Dorpassi, 5 000. Christelle Mecha, 1000 francs. Inconnu de Marois, 10 000 francs. Jacqueline Chafar, épouse Héron, 3 000. Mathieu Serge Conchou, 5 000. Bernadette Eline Kandom Fogué, 2 000. Justin Pechouko, 2 000. Christine Mayetuo, 7 000. Justin Bamoafo, 5 000. Odette Moafo, 5 000. Emilienne Chouente, 20 000. Linda Magnezouakou, 2 000. Francis Ayouni Fomban, 5 000. Alice Ngodi Pumbi, 7 000. Emmanuel Fanle, 5 000. Judith Ney, 2 000. Famille Kakine Jean de l'hôpital de district de Ngambé, 3 500. Un bienfaiteur, 3 500. Pélagie Nankam, 5 000. Une dévote de la miséricorde de Siméon, 5 000. Famille Tamo, 2 000. Touko Béatrice, 500. LTJ, 550. Daouda de Ngaoundéré, 1000 francs. Joséphine Ouansi, 10 000. Bienfaitrice de Ngaoundéré, 10 000. Charlotte de Pologne, 5 000. Tafo Georges, 30 000. Ton Le Pierre, 2500. Madame Chouambe Céline Makenene, 15 000. Mama Fogué Clémentine, 5 000. Bienfaitrice de Yaoundé, 5 000. Bienfaitrice, 5 000. Une maman chrétienne à village, 3 000. Esaïe Dozem Botak du Danemark, 12 000. Goumela Ignace, 500. Une âme charitable, 2 000 francs. Bienfaiteur depuis Buzy Saint-Georges en France, 25 000. Une famille bienfaitrice à Kribi, 50 000. NTD, 5 000. Bombo de village, 2500. Bienfaiteur de Bamenda, 1000 francs. Élèves et personnel du lycée technique de Bafan, 62 500. Un enfant Sachougan, 5 000. Niawa Guy Manassé, 5 000. Kouagne Angela, 5 000. DJ Stéphane Noël à Amba, 500. Monsieur Toko de Bafoussam, 2 000. Une âme de bonne volonté depuis Bertois, 1000 francs. Bienfaiteur du Burkina Faso, 20 000. Gérard, 10 000. Lachikou Cédric, 1000 francs. Monsieur et Madame Djoukoué, 5 000. Ménani Odette, 2 000. Anonyme de Bertois, 2 000. Une dame, 4 000. Maman Lydienne en Consamba, 2 500. Yopodine, 10 000. Une chrétienne, 2 000. Un serviteur de Dieu, 15 000. Une chrétienne de l'église évangélique EEC, 1 500. Dormons vous feu, 10 000. Groupe de prière Vase d'honneur, 100 000. Étienne de Bamenjou, 2 000. Béatrice de Bafan, 5 000. Madame Mouapi Octavie, 5 000. Madame Bani Rosine, 5 000. Une chrétienne pour effort de carême, 5 000. Madame Goetze, 2 500. Bienfaiteur, 5 000. Nadège, 10 000. Une chrétienne de Bouddha, 1 500. Bienfaitrice, 5 000. Joajo Honorine, 1 500. Bienfaitrice de la France, 100 000. Mofo Berlioz, 5 000. Nia épouse Fonkou Hélène, 5 000. Bassok Jean-Pascal, 2 000. Bienfaitrice, 40 000. Odile Dormo, 10 000. Groupe caritatif Les 13e Apôtres, 25 000. Meye Mandjongo Emmanuel, 5 000. Bienfaiteur, 2 000. Sunde Penano, 2 000. Famille Simba, 1000 francs. Maria Mac, 15 000. Famille Ekidi, 15 000. Un bienfaiteur de l'Orbessou, 2 000. Maman Madeleine, 10 000. Larissa, 2 000. Madame Vintrou Lemogomat, 40 000. Toukam Véronique, 1000 francs. Famille Tchafak, 1 500. Bébé Fankem Elite, 3 200. Une chrétienne donatrice, 15 000 francs. Nous avons un montant de 1 171 050 francs pour le cas de Stéphane. Très bien, ça c'est le cas de Stéphane qui, vous l'avez suivi en tout cas dans le reportage tout à l'heure, qui a été victime d'un accident alors qu'il se rendait à l'école. Il a besoin de votre aide davantage pour pouvoir être pris en charge. Et après le cas de Stéphane, il y a le cas de Sandrine qui est à la morgue depuis bientôt un an aujourd'hui. Elle est décédée également. Elle a passé 2 mois à l'hôpital avant de rendre l'âme. C'était à la suite d'un accouchement. Elle a laissé un enfant.
qui, un enfant garçon qui vit aujourd'hui. Un petit garçon d'environ 6 à 7 mois. Voilà. C'est depuis le mois de juillet 2018 que Sandrine est à la mort dans un hôpital de la place. Et la famille a besoin du soutien financier pour pouvoir retirer le corps et faire son deuil. Les différentes contributions pour le cas de la famille de Sandrine sont les suivantes. Inconnue 5 000, bienfaitrice 11 000, bienfaitrice de Yaoundé 5 000, bienfaitrice 5 000, bienfaitrice de Yaoundé 5 000, Choumeni Juventus de Bouddha 1000 francs, Hérite Béni Elias 5 000, bienfaiteur de Koto Village 5 000, famille Ngassa 5 000, une famille bienfaitrice à Kribi 50 000, un couple à Bonapriso 18 000, une âme charitable 4 000, DJ Stéphane Noël à Amban 500, Madame Makou Fouemene 2500, Thérèse Kemdjou 5 000, Monsieur Aboubaka Sali de Ngaoundere 5 000, famille Simba 1000 francs, Lité Jeanne 4 000, Madame Getse 2500, une chrétienne de Bouddha 1500, Mofo Berlioz 5000, Makou Sandrine 2500, famille Ekidi 15 000, Maman Madeleine 10 000, une chrétienne donatrice 5 000. Nous avons au compteur un montant, si la régie veut bien m'aider, de 148 173 500 francs CFA. Voilà. 173 500 francs CFA, c'est déjà ce que les téléspectateurs ont contribué pour le cas de Sandrine qui est actuellement dans une morgue de la place. Voilà. Et il y a également le cas des malvoyants qui sont passés également sur ce plateau. Vous aurez la prochaine fois, en tout cas, la prochaine édition. Nous reviendrons, si Dieu le veut, à la prochaine édition pour les contributions du cas des 3 malvoyants que nous avons reçus sur ce plateau. Très bien. Merci à vous, Irène Témé. Merci à vous également, Flavien. Et je vous souhaite déjà une bonne soirée. Bonne soirée également. Et merci aussi à toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser cette autre édition de Regard Social. Georges Mitterrand, Dallas Chana, Cédric Chouna, Dani Orarinzede qui est le réalisateur même de ce programme. Et Samuel Choufa, le chef opérateur. Je suis chez Flavien Dongo pour cette édition. Et merci également au grand public qui est là, comme tous les jeudis soirs. Bonne soirée à tous.